Sur le traitement précoce, juste une remarque, c'est que y a ce discours, bien entendu, de ne pas proposer un traitement qui va occasionner des effets secondaires, mais surtout, ça ne va pas changer l'histoire naturelle de la maladie. Donc ça, c'est très très important à savoir. Il y aura éventuellement des phases évolutives ou non, mais si l'on traite de façon précoce, on discuterait différemment si on pouvait guérir les patients, on ne va pas changer l'histoire naturelle des évolutions possibles, et donc plus on aura fait de traitement, plus on aura des difficultés à réutiliser des traitements. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'une fois qu'on a décidé de traiter, par contre, là, l'idée, c'est d'avoir un traitement extrêmement optimal pour obtenir une réponse de grande qualité, et on a des marqueurs pour les suivre. Qui a été relevé dans la littérature, c'est effectivement certaines expositions toxiques à des produits tels que les radiations ionisantes ou les produits cancérigènes, qui sont les pesticides, les solvants, qui sont connus pour être toxiques pour toutes les cellules et donc induire toute maladie cancéreuse, entre autres les hémopathies, entre autres les leucémies chroniques. Il n'y a pas de contagiosité. L'hérédité, quand même, ça a été démontré qu'il existe quelques cas de famille qui sont porteurs, effectivement. En fait, c'est pas un cas sporadique. Ça veut dire que la mère est malade, mais l'enfant est aussi malade, et le petit enfant est malade. En fait, c'est de génération en génération. Et on suppose qu'il y a une prédisposition génétique, mais aussi à l'environnement qui joue dans le déclenchement de la maladie. En ce qui concerne les causes, donc pas de cause générale des prédispositions qui sont plus ou moins influées par les questions d'environnement. La fatigue, bien entendu, c'est un symptôme qui amène souvent à réaliser des examens complémentaires et à faire le diagnostic de tas de diagnostics. Donc la fatigue n'est pas un symptôme qui oriente vers la leucémie lymphoïde chronique, mais vers de tas de maladies. On peut être fatigué pour une infection, pour un cancer, pour une dépression. Enfin, on a des raisons multiples d'être fatigué. Mais c'est souvent cette fatigue qui va amener à faire au moins un hémogramme, donc une prise de sang, regarder les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et qui vont nous permettre de diagnostiquer, enfin de faire l'hypothèse d'une maladie hématologique. Et clairement, le diagnostic se fera toujours sur une augmentation des lymphocytes. Il y a bien entendu quelques cas un peu particuliers, mais c'est l'augmentation des lymphocytes associée plus ou moins à d'autres anomalies des globules, une anémie, une baisse des globules rouges, des plaquettes, une diminution des plaquettes, et puis l'apparition de ganglions plus ou moins importants qui vont vous amener à voir le médecin hématologue. Nous, on va faire le diagnostic assez simplement. Le diagnostic, il est fait sur une simple prise de sang. Vous avez, les lymphocytes sont dans le sang, on n'a pas besoin d'aller les chercher dans la moelle, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les ganglions. Une simple prise de sang suffit. On va analyser un peu les lymphocytes en excès et puis confirmer que ces lymphocytes sont bien issus de ce qu'on appelle un clone de mauvaises cellules dans la moelle. Donc on n'a pas besoin de faire la moelle, cependant on a certaines situations qui sont relativement atypiques où on aura besoin de faire une biopsie d'un ganglion, de faire une biopsie de la moelle. On va pouvoir juger un peu du caractère symptomatique ou sans symptômes. On parle beaucoup aujourd'hui de maladies avec symptômes et de maladies sans symptômes. Et les symptômes peuvent être, on l'a dit, l'anémie, la thrombopénie, les ganglions. Et Aspasia, le docteur Stamatoulas disait tout à l'heure, on va aussi, même chez des patients qui ont un peu de ganglions, etc., se donner du temps d'évolution. Je veux avoir des ganglions qui vont évoluer tout doucement. Et ça veut dire que la prolifération est très lente et il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Par contre, si l'évolution est rapide, alors ça, la notion est assez subjective. On n'aura pas des marqueurs spécifiques. C'est des ganglions qui grossissent, c'est des globules blancs qui évoluent, mais rapidement, parce que dans votre histoire, vous aurez des globules blancs non traités qui vont tout le temps un petit peu augmenter, l'apparition d'une anémie, d'une thrombopénie, et là on va décider de traiter. Juste pour le traitement, ce qui est important, c'est que il y a différentes phases de traitement aujourd'hui. Donc il y a de la chimiothérapie couplée à des anticorps, donc c'est la base du traitement de la leucémie lymphoïde chronique. Et on va en parler un tout petit peu tout à l'heure, sur les thérapies ciblées. Alors il faut comprendre que la chimiothérapie, ce sont des produits toxiques pour la cellule, mais n'importe quelle cellule. L'idée, c'est de détruire la cellule par
différents mécanismes, d'où la grande variété de chimiothérapies différentes, en sachant que certaines chimiothérapies seront plus efficaces dans tel cancer, puisque c'est un cancer, et on va utiliser des drogues qui sont tout à fait actives dans la leucémie lymphoïde chronique, comme on aura des drogues qui seront plus actives dans la leucémie aiguë, dans le lymphome, ou dans d'autres pathologies. Donc on saura, nous, les médicaments et les associations à proposer. La thérapie ciblée, c'est dans le mécanisme qui a créé la cellule cancéreuse. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'événements qui vont faire que la cellule va être soit autonome, soit va avoir une capacité de trop grande prolifération, soit au contraire est incapable de mourir, parce qu'une cellule, elle doit vivre pour mourir. Donc on prolonge la vie de la cellule. Il y a beaucoup de mécanismes, j'en donne que des exemples. Et donc tout ça, ça passe par des voies particulières, et c'est en trouvant un petit peu des points clés dans toutes ces petites voies que l'on va traiter le patient par ce qu'on appelle de la thérapie ciblée, et donc on va sur chaque pathologie avoir éventuellement des marqueurs, donc on montrera un petit peu, mais aujourd'hui dans la leucémie lymphoïde chronique, des thérapies ciblées extrêmement efficaces données par voie orale. Vous avez des lymphocytes en excès, malheureusement, ils ne sont pas obligatoirement fonctionnels. Il ne sait pas qu'ils ne sont pas obligatoirement, ils ne sont pas. C'est-à-dire, on pourrait dire, tiens, j'ai plein de lymphocytes. Le lymphocyte, il sert surtout à l'immunité, à la défense contre les bactéries, les virus, etc. Et donc, on est fragilisé, même si on n'a pas obligatoirement des infections tous les 5 minutes, on a un risque de faire des infections un peu plus importantes. Comme ces lymphocytes sont peu fonctionnels, on peut penser que les vaccinations sont peu efficaces. Donc, on a fait des essais, on a regardé un petit peu. Il est vrai que les vaccinations ne sont pas efficaces à 100%, elles le sont à peu près à 50%, mais elles protègent contre le risque d'avoir la grippe, d'avoir des infections pulmonaires par pneumocoque, etc. Donc les recommandations aujourd'hui, pour tout patient qui a une leucémie lymphoïde chronique, c'est de faire des vaccinations, de faire la grippe tous les ans, de faire le pneumocoque et puis de faire d'autres vaccinations en fonction des événements infectieux, etc. Et là, il y a certainement des malades et leurs accompagnants. Donc, c'est pas que le malade, c'est aussi les accompagnants, parce que donc c'est l'entourage proche de la famille qui doit être vacciné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on commence vraiment à mieux maîtriser, même si le risque il n'est pas complètement annulé par la vaccination. En tout cas, il le diminue. Donc, et puis, il y a l'autre question sur les cancers secondaires. Il y a deux façons de répondre. Donc, oui, on est plus fragilisé sur le système cellulaire quel qu'il soit. Donc, oui, il y a, quand on regarde toutes les séries, que l'on soit traité ou non, plus de cancers secondaires. Il faut savoir continuer les dépistages qui sont de plus en plus proposés, quels que soient les types de cancers. Il faut être très vigilant là-dessus. Et de façon évidente, quand on est traité, on a encore stressé encore plus la cellule, l'ADN, les noyaux. Donc on augmente aussi un peu le risque de fragilité de la cellule. Donc sur les cancers secondaires, il faut être un petit peu plus vigilant, mais il ne faut pas non plus être complètement stressé par ça. C'est des choses qui arrivent sur le temps. Et puis vous êtes surveillé par votre hématologue, mais ça n'empêche d'être surveillé par son médecin généraliste et puis par son gynécologue, par son urologue pour d'autres, pour les hommes par exemple, et continuer à bien être surveillé sur ce risque-là. Le jour où j'annonce aux patients, j'explique un peu pourquoi on propose un traitement et dans quelles conditions on le propose. Donc c'est vrai pour la LLC, c'est vrai pour aussi la maladie de Waldenström. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie, on la traite qu'à partir du moment où on a un symptôme. Donc, pour la LLC, ça n'est pas le taux de globules blancs qui influence le début du traitement. Alors c'est très théorique, bien sûr, mais ça reste dans les faits, ce sont les recommandations. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les complications sur la numération, les globules rouges, les plaquettes qui sont bas et des lymphocytes qui augmentent trop vite en moins de 6 mois. Ça, c'est sur le plan biologique, et sur le plan clinique, c'est l'apparition de ganglions dans toutes les aires ganglionnaires avec une grosse rate. Donc ça, c'est pour la LLC, c'est très schématique, mais ça rend bien compte de l'influence et de l'évolution de la maladie. Et pour la maladie de Waldenström, c'est quoi ? C'est l'apparition de complications pareilles, cliniques ou biologiques, qui sont
dans le même registre, c'est-à-dire apparition d'une anémie ou apparition d'une grosse rate ou apparition de signes généraux aussi qui peuvent influencer la mise en place d'un traitement. Vous avez bien compris que pour toutes les LLC sans symptômes, qui sont souvent de stade A, mais qui peuvent être aussi de stade B avec des petits ganglions non évolutifs dans le temps, il n'y a pas de traitement. C'est de la surveillance. On surveille de façon plus ou moins rapprochée en fonction des résultats. Et puis, quand on doit traiter... le patient, donc vous allez voir qu'il y a le traitement standard par ce qu'on appelle de l'immunochimiothérapie, l'immunothérapie étant des anticorps contre des marqueurs de la cellule de la LLC, qui est souvent donc le CD20, c'est un marqueur spécifique, donc on va mettre des anticorps spécifique anti-CD20 qui est un marqueur de la cellule de LLC associé à de la chimiothérapie. Et là, vous avez des exemples, par exemple, d'associations. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure des chimiothérapies, des associations, fludarabine endoxan, bendamustine. On peut utiliser aussi en fonction de la fonction rénale, en fonction aussi de ce qu'on appelle, nous, des comorbidités, c'est-à-dire il nous faut quand même apprécier le risque de tolérance d'un traitement, hein, c'est-à-dire un patient qui a beaucoup d'antécédents cardiaques, pulmonaires, etc., il faut qu'on évalue le risque de recevoir un traitement toxique et qu'il le tolère. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des comorbidités. Et on peut utiliser chez des patients avec des comorbidités ou des patients parfois très âgés. Hein, on ne l'a pas dit encore, mais il n'y a quasiment pas de LLC en dessous de 40 ans. Hein, et là encore, à New York, au workshop, on disait qu'il y a une prédisposition à la LLC qui pourrait quasiment être estimée, hein, d'un clone, même s'il n'est pas visible, à plus de 75% à 100 ans, quasiment, 90 ans, 100 ans. Hein. Donc ça veut dire que, sans obligatoirement avoir de maladie, parce qu'ils ont regardé sur des milliers de personnes, hein, sur des mutations de gènes pas spécifiques, mais que l'on peut rencontrer dans la leucémie lymphoïde chronique, et il y avait 75% au-delà de 90 ans des gens testés. Et donc on peut utiliser chez des sujets très âgés avec des comorbidités du chloraminophène avec l'association avec des anticorps, par exemple. Hein, des anticorps, on a le rituximab, mais on a aussi Monsieur Monod a parlé de l'obinutuzumab, qui est un anticorps un peu plus puissant. Donc on a ces chimiothérapies qui vont être utilisées de façon séquentielle, on l'a vu. Chaque chimiothérapie, je dirais, chaque protocole de chimiothérapie a ses effets secondaires qui lui sont propres. Hein. Donc ça, on devra nous expliquer à chaque patient ce qui est attendu. Hein, il faut bien comprendre qu'il y a des choses qui sont attendues, hein, c'est-à-dire baisser des globules, par exemple, les globules rouges, les globules. On peut éventuellement, avec certaines chimiothérapies, avec celle-ci, perdre des cheveux, avoir plus de nausées avec tel ou tel produit. Ça, ce sont des choses attendues. Ça, on peut et on doit vous annoncer éventuellement ce qui est attendu. Et puis, il y a tout ce qui est inattendu. Et ça, on ne le sait pas. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des toxicités qui sont rares, donc un peu inattendu, et puis des fois des choses que l'on ne sait pas, que nous-mêmes, on va apprendre à connaître, déclarer aussi, parce qu'il faut déclarer tous ces événements secondaires qui nous paraissent un peu atypiques, justement, pour que l'on puisse, avec le temps, mieux comprendre les effets secondaires et puis les prévenir éventuellement. Donc ça, c'est pour l'immunochimiothérapie. Donc c'était marqué avant 2015, parce que à cette époque, c'est vrai qu'on avait peu accès encore aux thérapies ciblées. Et puis aujourd'hui, donc on a des thérapies ciblées. Et pourquoi ? Parce que il y a on a parlé de la fonction rénale, des comorbidités, mais il y a quelque chose qui est très très important. Il y a une génétique, il y a des anomalies génétiques qui ne sont pas spécifiques de la maladie, mais qui vont nous orienter éventuellement pour une certaine résistance à un traitement standard. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, c'est un peu barbare, mais des lésions du bras court du chromosome 17, ou une mutation d'un gène particulier qui intervient lui aussi dans le stress cellulaire. Ces anomalies-là vont nous faire dire que le patient ne répondra pas à un traitement dit standard. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit faire, rechercher nous, parce qu'on ne va pas proposer un traitement standard à un patient qui ne va pas répondre. Et donc, sachant ça, et c'est comme ça qu'on a développé aussi beaucoup de thérapies ciblées, on va réorienter le traitement vers justement des thérapies ciblées. Et on a vraiment la chance dans la LLC d'avoir aujourd'hui des traitements de thérapie ciblée extrêmement efficaces dans ces situations. Et on va voir les drogues concernées, et ces drogues concernées vont être utilisées
en première ligne d'emblée chez ces patients qui présentent ces facteurs de résistance à un traitement standard, et on va utiliser après ces thérapies ciblées dans les différentes lignes que l'on va utiliser, sauf essais thérapeutiques, mais après je vais laisser l'équipe des essais thérapeutiques en parler, particuliers où par exemple M. Monnoy ont testé une association bendamustine-Ritux, alors c'est Ritux un peu plus puissant, au vénétoclax, qui est une autre thérapie ciblée qu'on va parler. Donc les thérapies ciblées, le schéma est très très compliqué, mais il faut bien comprendre que vous avez dans une cellule, surtout une cellule à lymphocyte, donc un récepteur de l'antigène, et en fait quand une cellule va fonctionner normalement, il va y avoir quelque chose qui va se poser sur ce récepteur qu'on appelle du lymphocyte, et il va y avoir, vous voyez, des cascades, là c'est compliqué, des tas de cascades d'événements pour dire à la cellule ayez telle fonction du lymphocyte, si c'est un lymphocyte B, de fabriquer des anticorps, d'appeler d'autres cellules pour intervenir sur la défense immunitaire, etc., etc. Et puis, on arrive à bloquer quelques points spécifiques, et là, en rouge, vous voyez, vous avez un blocage ici, le PI3 kinase, l'idélalysib. Vous avez un autre blocage là-haut qui est sur le BTK, donc on bloque ces voies-là, et en fait, ça va amener la cellule à une destruction cellulaire. Et puis, ce que parlait tout à l'heure M. Monnoy, c'est l'ABT199. Alors lui, il va empêcher la cellule il va ramener la cellule vers une voie de mort cellulaire programmée. C'est-à-dire, je vous avais dit, toute cellule doit naître et elle a une vie, et une cellule n'est pas immortelle. Et elle est plus ou moins immortelle dans la leucémie lymphoïde chronique, donc on va rétablir un petit peu cette voie de vie. Donc les médicaments que vous allez entendre, parce que vous en avez peut-être parlé entre vous, j'imagine, parce que c'est des médicaments importants. Le premier, donc, c'est l'Imbruvica, une des thérapies ciblées qui vont être données par voie orale de façon jusqu'à évolutivité. Alors, on fait des tas d'essais thérapeutiques pour pouvoir essayer de répondre et puis d'arrêter les traitements, mais en tout cas l'Imbruvica en est un. Le deuxième qui est, alors il y a d'autres molécules en voie de développement, d'autres de la même forme, et puis il y a l'idélalysib qui est sur une autre voie. Alors ce qui est important de dire sur ces médicaments, c'est de la thérapie ciblée. Alors on dit, c'est pas de la chimio, super, je fais pas de chimio, je vais pas fragiliser ma cellule, etc. Attention, ces médicaments ont tous une toxicité. Si demain, je donne toujours le même exemple, si vous prenez de l'augmentin, c'est pas de la chimio, mais il y a des toxicités. Il y a des risques d'hépatite, il y a des risques de diarrhée, il y a des risques de tas de choses. Là aussi, ils ont des spécificités, ils ont des toxicités qui leur sont propres, qui peuvent donner, par exemple, pour l'Imbruvica, des hématomes, qui peuvent donner des troubles du rythme cardiaque, pour l'idélalysib, des diarrhées, des infections pulmonaires, des choses particulières, et puis tous ces médicaments, ils vont avoir beaucoup d'interactions avec les autres médicaments que vous prenez, parce que peut-être qu'avec l'âge, on prend un petit peu plus de médicaments, et ça c'est important que vous donniez tous les médicaments que vous prenez, et aussi tout ce que le pharmacien éventuellement, vous avez soit demandé au pharmacien, ou soit que le pharmacien vous a donné. Je pense par exemple à du millepertuis qui est quelque chose donné pour peut-être se détendre, que le pharmacien pourrait vous avoir donné, que vous auriez pris vous-même. Le millepertuis empêche l'action des autres drogues. Donc n'hésitez pas à dire, de plus en plus on essaye de mieux comprendre tous les traitements, et on peut réadapter certains traitements, ou voire parfois vous proposer avec le médecin traitant d'arrêter certains médicaments. Ça c'est primordial, parce qu'il y a des médicaments qui sont donnés dits de confort. Et puis le dernier, donc c'est le vénétoclax, le Vinclixto. Ils ont tous des noms aussi compliqués. Et ça c'est une autre voie, et c'est de la même façon. Et monsieur Monnoy vous a expliqué l'augmentation lente des doses, parce que c'est un médicament très très puissant. Bon, ça c'est toujours une petite voilà, I love my hematology, ça c'est important. Un petit ganglion, c'est alors classiquement on dit qu'au-delà d'1,5 cm de diamètre,
on n'est pas vraiment sur, on peut être sur un ganglion qui est presque normal entre guillemets. Après, la notion de, on peut aussi avoir des ganglions. Alors vous avez vu, nous on examine avec la main, hein, donc c'est pas, vous n'allez pas me dire, vous êtes fort de faire 1,5 cm en plaçant vos doigts sur l'aire axillaire par exemple. Après, bon, il y a des méthodes plus sophistiquées hein, qui nous permettent de regarder vraiment la taille, le scanner par exemple. Donc on a, voilà, ça c'est un petit ganglion. Alors on peut en avoir dans la LLC plein de petits ganglions d'1,5 cm, 2 cm. C'est pas vraiment la taille qui va nous intéresser, sauf si bien entendu vous commencez avec une masse ganglionnaire de 4-5 cm, c'est beaucoup. Mais si on a plein de petits ganglions, ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ces petits ganglions vont évoluer lentement ou de façon brutale? Et si, par exemple, vous avez des petits ganglions, mais vraiment de plus en plus dans toutes les aires qui augmentent un petit peu avec le temps, on dira, oui, c'est peut-être un symptôme et il faut le traiter. Mais parfois, je dis ça parce que si vous avez des LLC que l'on considère comme asymptomatiques, on ne fait pas de scanner. Hein, l'examen clinique, la prise de sang suffit, on ne fait pas de scanner. Et de temps en temps, vous passez un scanner parce que il faut regarder le foie, parce qu'il faut regarder quelque chose. Et là, on trouve des petits ganglions d'1,5 cm, 2 cm, et puis parfois c'est très inquiétant. Alors non, hein, dans la LLC, si on faisait des scanners à tous les patients qui n'en ont jamais eu, il y aurait probablement plein de petits ganglions. En fait, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des molécules en première ligne par voie orale. Donc concrètement, il y a des standards nationaux et internationaux. On n'invente pas la science. On est face à une maladie qu'on connaît et des traitements qui ont fait leur preuve depuis des années. Et on a des nouveaux traitements aussi qui arrivent sur le marché avec des autorisations de mise sur le marché, comme vous a montré par exemple le docteur Lepret, si tu veux mettre, Stéphane, les indications des nouvelles thérapies, où effectivement on peut faire c'est plutôt un traitement ciblé, hein, c'est pas de l'immunochimiothérapie, en première ligne, selon les facteurs pronostiques que nous, on va détecter sur les prises de sang, hein, quand on va faire les prises de sang, et on va chercher ces facteurs pronostiques qui vont nous orienter dans la prise en charge. Donc, autrement dit, on a une panoplie de traitements, donc on a des standards, IV, Péros, immunochimiothérapie, traitement ciblé. On a bien sûr les essais cliniques, ça, ma collègue vous en parlera tout à l'heure. Donc, et on va en fait se réunir avec plusieurs collègues et on va vous expliquer à vous, bien sûr, en fonction de ce qu'on a trouvé comme bilan, comme facteur pronostic. On va se réunir en fait en réunion de concertation pluridisciplinaire pour décider de la meilleure thérapeutique. La meilleure thérapeutique, ça sous-entend quoi? Meilleure efficacité et meilleure tolérance aussi. Hein, donc c'est ça le but. Et on discute en réunion avec plusieurs hématologues et on décide et on explique par la suite le traitement patient. Donc concrètement aujourd'hui, avant on était plutôt chimiothérapie orale, chloraminofène, maintenant qui est un petit peu dépassé. On a après eu l'immunochimiothérapie et puis aujourd'hui on a ces fameux traitements ciblés qui peuvent être donnés en première ligne. Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Wana Brea, je suis médecin de la recherche clinique en hématologie. Je prends en charge les patients qui sont inclus dans des essais cliniques et je les suis en binôme avec le médecin référent. Pourquoi on propose une étude à un patient? C'est pour déjà améliorer la réponse qui sera obtenue avec la nouvelle étude et pour faire avancer la science. C'est clair qu'on ne peut pas proposer une étude à tous les patients parce qu'on a des critères clairs d'inclusion, des critères de non-inclusion. Et donc les patients qui font partie d'une étude clinique, il faut qu'ils soient assez homogènes. Après, une étude, c'est assez rigoureux. Donc le patient, il est suivi beaucoup plus en fait par le médecin hématologue ou par le médecin recherche clinique. Il vient plus souvent en fait à l'hôpital. Et il y a plus peut-être de surveillance de type scanner, PET scan, des fois aussi PET scan, pas souvent dans les LLC. Et plus souvent on fait des prises de sang comme d'habitude. Pour revenir sur les essais cliniques, c'est aussi l'occasion et pour certains patients la chance d'accéder à des molécules auxquelles on n'aurait pas accès en dehors de ces essais cliniques. Donc c'est important de faire ces essais cliniques pour la science, bien sûr, mais surtout pour vous. Parce que, c'est évident que parfois la molécule peut être toxique, les associations aussi, mais de temps en temps, on a accès à des molécules qui
ne sont pas du tout disponibles hors essai clinique. Donc, il faut bien retenir ce point qui est important. Le mot cobaye, hein, voilà, c'est un mot qui revient souvent. Pour moi, un patient n'est pas un cobaye dans le moment où on veut le traiter de sa maladie. Un cobaye, c'est quelqu'un qui n'aurait pas de maladie et on lui proposera un traitement pour l'essai. Donc moi, je travaille à Évreux. Donc, à Évreux, je n'ai pas la chance d'avoir les essais cliniques. Étant jeune médecin, j'étais formée et je suis très sensible à ce qu'on appelle les essais cliniques. On peut tout à fait l'utiliser en première ligne, en rechute, en première rechute, en deuxième rechute. À Évreux, je travaille toujours avec mes collègues de Rouen et je n'ai aucune des mesures à envoyer mes patients à Rouen pour être inclus dans ces essais cliniques. Mais ceci dit, je propose toujours à mes patients cette chance parce qu'aujourd'hui, comme vous ont dit mes collègues, donc au-delà de dire on avance la science, ce sont des nouvelles molécules. Si on les a utilisées, c'est parce qu'ils ont démontré une efficacité thérapeutique pour forcément améliorer la survie des patients, mais il faut toujours tester l'efficacité, la toxicité, tout ça. La greffe, c'est une procédure thérapeutique, je dirais, très lourde, hein, où on veut changer le système immunitaire pour que le nouveau système immunitaire empêche la mauvaise cellule de la cellule cancéreuse de renaître. C'est un traitement, une procédure extrêmement lourde, donc il y a beaucoup de toxicité, un suivi particulier. Donc il est clair qu'on va réserver ces procédures sur des maladies dont on sait que le risque de rechute est extrêmement important, rapide, etc. Donc on va le réserver dans la plupart des cas à des leucémies aiguës, hein. Donc c'est clair. Alors il y a des patients qui avaient des parcours de LLC multiréfractaires, voire réfractaires à des traitements dont on pourrait éventuellement se poser la question. Hein, j'avais parlé tout à l'heure de quand on n'avait pas la thérapie ciblée, qu'on avait des critères biologiques de résistance au traitement, la délétion 17P, la mutation du gène TP53. Ces patients-là n'avaient pas d'autre chance que de pouvoir bénéficier d'une greffe, sous réserve bien entendu qu'on peut faire une greffe. Hein. On ne peut pas faire une greffe à tout le monde, même si on a des procédés de greffe qui nous amènent à proposer des greffes des gens un petit peu plus âgés, hein, mais clairement, au-delà de 60 ans, il faut quand même se poser des questions du risque de toxicité, et on va dire le mot, hein, du risque de mortalité lié à la procédure. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut que l'on pèse, et donc grâce aux thérapies ciblées, encore une fois, on a des réponses de très très bonne qualité, et vous avez vu qu'on a plusieurs types de thérapies ciblées qui vont éventuellement pouvoir être pris de façon séquentielle dans le temps, en fonction des réponses, des tolérances, etc. Et donc aujourd'hui, la greffe dans la LLC, c'est de plus en plus rare. Hein. Je pense qu'il y a des équipes qui n'en font quasiment plus. Hein. Donc après, il y a quelques situations particulières de sujets plus jeunes, de patients très réfractaires, mais clairement, grâce à nos traitements aujourd'hui, et demain peut-être des associations, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est à l'essai thérapeutique, de chimiothérapie, d'immunochimiothérapie avec des thérapies ciblées, on aura de moins en moins besoin de faire des greffes à des patients. Donc ça, c'est important sur cette greffe. Et aujourd'hui, on va réserver l'immunochimiothérapie. On en sait de plus en plus, hein, sur la LLC. Et donc, on a des marqueurs biologiques qui vont même nous faire prédire une excellente réponse. Et je sais que dans la salle, il y a des patients qui ont bénéficié de traitements et qui sont avec des réponses de très, très longue durée. Hein. Tout à l'heure, on parlait de rechute inévitable. Hein. Il y a des patients qui, aujourd'hui, à peu près 20 à 30% de patients au diagnostic qui ne vont peut-être pas rechuter. Donc c'est important parce que c'est un grand débat entre nous hématologues de dire est-ce qu'il ne faut pas donner à tout le monde de thérapie ciblée. Je vous ai dit que c'était super, c'est des comprimés, etc. C'est au long cours, il y a quand même des révolutivités, il y a des intolérances, mais il y a des traitements d'immunochimiothérapie qui permettent des réponses de très très bonne durée. Et